Eric marchait d'un bon pas dans la large rue ensoleillée de Madison Avenue. Il vivait dans cette ville depuis longtemps, depuis presque 3 ans. Eric n'était jamais resté aussi longtemps dans un endroit. Mais ici, il se sentait particulièrement à l'aise et au chaud. Il aimait l'atmosphère qui y régnait. Les maisons, les places, les parcs, la grande digue, les rues et même les gens, tout lui paraissait agréable, lumineux, presque naturel. Eric considérait cet endroit comme sa maison. Mais où se trouve sa véritable maison? Eric ne le sait pas, mais il ne désespère pas de le découvrir un jour. Eric est un homme sans passé. Il ne se souvenait de rien de sa vie jusqu'à un certain moment. Il y a une dizaine d'années, Eric s'était soudain retrouvé au bord d'une rivière, trempé et gelé. À l'époque, il était très endolori et avait des vertiges. Tout était comme dans un brouillard. Eric a senti une énorme bosse saignante à l'arrière de la tête et s'est assis sur le sable humide. Qu'est-ce que cela pouvait bien faire? Il était déjà mouillé et sale de toute façon, ça ne pouvait pas être pire. Ses jambes tremblaient et il transpirait à grosses gouttes. Eric essaie de se rappeler ce qui lui est arrivé, qui il est, comment il est arrivé ici. Il avait l'impression d'avoir récemment survécu à une menace de mort et d'avoir survécu. Eric ressentit même une sorte de soulagement, malgré l'horreur de la situation. Étrangement, l'homme, malgré tous ses efforts, ne se souvenait de rien d'autre que du nom d'Eric. Et encore, il n'en était pas tout à fait sûr. Au moins, c'était quelque chose. Que ce soit Eric, puisque rien d'autre ne lui venait à l'esprit. L'homme regarde autour de lui. Une plage déserte. Tôt le matin. Il commence à peine à faire jour. Il y avait une ville au loin. Peut-être devrions-nous y aller. Peut-être que les maisons et les rues familières réveilleraient des souvenirs. Ou peut-être que les gens nous aideraient. Eric se lève péniblement, attend que le vertige s'estompe et marche sur des jambes instables en direction de la ville. Mais après une centaine de mètres, l'homme s'arrêta comme une pierre d'achoppement. La sensation de danger. Il était de retour. Son cœur battit frénétiquement. La sueur perlait sur son dos. Et si je ne devais pas aller en ville? Et s'il m'arrivait encore quelque chose de grave? Se dit-il. Apparemment, Eric a été battu. Qui a fait ça? Pourquoi? Il n'y a pas de réponse. L'homme ne se souvenait de rien et ne pouvait se fier qu'à son intuition. Et celle-ci lui dit de se cacher, de se dissimuler, de disparaître. Il n'y avait pas moyen de savoir ce qui lui était arrivé. Et si quelqu'un le cherchait? Après avoir réfléchi, Eric a pris la direction opposée à celle de la grande ville. Il a d'abord longé une plage déserte, puis il a traversé un terrain vague et est arrivé sur une route de campagne tranquille. D'un côté du chemin, il y avait une plantation d'arbres denses, de l'autre un champ d'herbe haute. S'il entendait le bruit d'une voiture sur la route, Eric se cacherait, car son cœur battait trop souvent et un frisson désagréable lui glaçait l'estomac. Tout cela ne pouvait signifier qu'une chose, la peur. Une peur très forte, peut-être même une peur pour sa propre vie. Sauf que l'intuition d'Eric lui a fait défaut à ce moment-là. Mais il l'apprendra plus tard, bien plus tard. L'homme avait effectivement vécu une aventure mortelle, mais il aurait quand même dû se rendre dans cette grande ville. Car Eric était déjà recherché. Des avis ont été affichés dans les rues des villes proches de sa petite patrie. Des équipes de policiers et de volontaires sillonnaient la région. Mais Eric ne pouvait pas le savoir. Son instinct animal lui dit de se faire discret. Il décida de se cacher pour le moment, d'attendre que sa mémoire lui revienne et de décider ensuite de ce qu'il allait faire. L'homme confus et épuisé erra sur la route toute la journée jusqu'au soir. Il n'avait pas faim, mais seulement soif. En chemin, il rencontra des lacs où il but. Son esprit était rempli de pensées anxieuses et d'une série de questions sans réponse. À la fin, Eric était si fatigué qu'il renonça à se souvenir d'autre chose que de son nom. Vers le soir, l'homme s'arrêta dans un bosquet de bouleaux, de l'autre côté d'un champ. La silhouette d'une autre grande ville se dessine à l'horizon. La métropole scintille de lumière colorée. C'est là qu'Eric se rendra demain matin. Il s'était suffisamment éloigné de l'endroit dangereux, et là, il pourrait aller voir la police. Il saurait quoi faire dans cette situation difficile. Nous sommes en juillet.
Les nuits étaient chaudes et courtes, Eric n'avait donc pas peur de geler. Les moucherons et les moustiques le dérangeaient, mais ce n'était pas grave. Eric dormait sur un lit de fortune fait d'un tas d'herbes. Il dormait sans repos, se réveillait plusieurs fois à cause de bruits dérangeants, écoutait, puis se rendait compte qu'il s'agissait simplement d'un autre gros oiseau qui passait ou d'une voiture au loin. Ce n'était pas grave. Il aimait même dormir ainsi, à ciel ouvert. Les grandes étoiles brillantes, le chant des grillons, la brise fraîche. Il lui semblait que c'était il y a longtemps. Ou pas. Il est difficile d'y donner un sens aujourd'hui. Le lendemain matin, Eric se met en route pour la ville. Elle lui avait semblé si proche la veille au soir, mais il n'y arriva qu'à l'heure du déjeuner. À ce moment-là, son estomac crie famine. Le voyageur ne savait pas depuis combien de temps il n'avait pas mangé. Une journée au moins. Sur le chemin de la ville, Eric avait mangé des bailles et du plantain, mais c'étaient des sources de faim médiocres. Voici enfin les premières constructions humaines. La périphérie de la ville, un quartier pas très prospère. Des maisons en bois qui s'effritent avec le temps, des trottoirs poussiéreux et défoncés. C'est là qu'ils abordent Eric, 3 hommes aux vêtements sales, bronzés, négligés. Des sans-abri hirsutes et dépenaillés. Qui vas-tu être ? L'un d'eux s'enquiert sévèrement. C'est notre territoire ici. Allez clochardiser ailleurs. Sans domicile fixe. Ce n'est que maintenant qu'Eric pense à l'image qu'il donne de lui. Aussi sale et dépenaillé que ses sans-abri. Et pour ce qu'il est, il est encore plus désespéré qu'eux. Au moins, ils savent qui ils sont. Pourquoi es-tu le plus étrange ? Demanda le second étranger d'un ton plus doux. Tu as été battu, ou quoi ? Par qui ? Et Eric a raconté à ces gens tout ce qu'il savait. Il n'a pas oublié de mentionner l'étrange sentiment d'anxiété et de peur qu'il avait accompagné tout au long du voyage et qui ne s'était dissipé qu'ici, loin de cette plage. C'était un plaisir inattendu de parler à quelqu'un, et les sans-abri se sont révélés être des auditeurs très reconnaissants. C'est clair pour moi, dit l'homme qui avait d'abord parlé à Eric d'une manière plutôt hargneuse. Il n'y a pas à réfléchir. Tu es l'un des nôtres, l'un des intouchables. Tes vêtements sont en lambeaux et sales, tu es tout envahi par la végétation et piqué par les moucherons. C'est tout à fait normal. Je pense que tu as été battu soit par les flics, soit par les commerçants lorsque tu as essayé de voler quelque chose. Ils t'ont battu sans ménagement et t'ont jeté sur la plage. Vous savez, pour vous éviter des ennuis. On ne sait jamais. Et si tu n'avais pas vécu ? Ils auraient eu des ennuis. Il y a plein d'histoires comme ça dans la rue. Ça arrive tous les jours. Peut-être, mais Eric ne croit pas vraiment à cette version. Ce clochard a sûrement tort, pensa-t-il. Du moins, c'est ce qu'Eric espérait. Je vais au poste de police. Demandez-leur de vérifier dans leur base de données. Peut-être que quelqu'un me cherche. Les sans-abri se sont regardés. L'un d'eux a même sifflé. Tu n'as pas à faire ça. Ne fais pas ça. Secoua la tête, l'homme qui était resté silencieux jusqu'alors. Il vaut mieux ne pas être vu par nos policiers. Ils sont, vous le savez, prompts à mettre les sans-abri dans un foyer sous prétexte de leur donner de la nourriture, un abri et la possibilité de gagner de l'argent. Mais c'est de l'esclavage. L'un des nôtres s'est échappé de là. Il m'a raconté les horreurs qui s'y déroulent. Les gens meurent comme des mouches. Ils n'en peuvent plus. Et qui va enquêter ? Un vagabond et un vagabond ? Qui a besoin de nous d'ailleurs ? Il y a beaucoup d'argent à la clé, poursuit le second interlocuteur. Nous sommes pratiquement libres. La main-d'œuvre, la police sont dans le coup. Ils parcourent la ville à la recherche de gens comme nous. C'est pourquoi nous sommes obligés de vivre à la périphérie, ou même d'aller dans les forêts quand il y a des raids. C'est encore plus dur de vivre. Et tu parles de la police. Ils seront aussi heureux de vous voir que si vous étiez des leurs. Ils t'enverront à l'asile aujourd'hui. Et de là, la seule issue est le cimetière. C'est un miracle que notre garçon s'en soit sorti une fois. Eric remercie les hommes pour la vérité et réfléchit. Il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire maintenant. Il pourrait peut-être essayer d'aller dans une autre ville. Mais c'était loin, et il n'avait pas la force de marcher. De plus, il avait des crampes d'estomac dues à la faim,
à tel point que ses yeux étaient sombres. L'un des vagabonds s'en aperçoit. « Vous avez faim ?» Il a secoué la tête en comprenant. « Eh bien, venez chez nous. Nous venons de nous installer dans une vieille maison abandonnée. On vous nourrira. » Tout le monde s'est rencontré en chemin. Nick, Sad, Pet. Les hommes n'avaient pas de nom, seulement des surnoms. Les nouvelles connaissances conduisirent Eric à une vieille maison en bois. Elle se balançait et se tassait à cause de la vieillesse. Le terrain qui l'entourait était devenu une jungle luxuriante. Eric se fraya difficilement un chemin dans le fourré. Plus c'est éloigné et impénétrable, mieux c'est, explique Nick. On ne peut pas voir cette maison de derrière l'herbe. C'est plus paisible. De toute façon, les gens du coin nous ont déjà repérés, dit Pet en faisant un signe de la main. Quelqu'un va bientôt parler aux flics. C'est toujours le cas. Nous devrons alors trouver un nouvel endroit, soupire Sad. C'est dommage. J'aime beaucoup cet endroit. C'est comme le chalet de ma grand-mère à la campagne. Et à quoi servait cette cabane dans le village ? Demanda Nick avec scepticisme. Tu m'as dit toi-même qu'il te faisait travailler du matin au soir, qu'il ne te nourrissait pas, qu'il t'enfermait dans la cave à la moindre infraction, qu'il te maltraitait et qu'ils ont failli te tuer une fois. C'est à ce moment-là que tu as commencé à fuir ton propre peuple. Et alors ? Objecte Sid. Une maison est une maison. Eric était enfin nourri. Une demi-miche de pain noir, du thé liquide et de la confiture au fond d'un pot de 3 litres. Cela semblait être la chose la plus délicieuse qu'il ait jamais mangée de sa vie. Ou peut-être était-ce le cas. D'une certaine manière, il était très facile et naturel pour lui d'être en compagnie de ces gens dans une maison abandonnée. Peut-être avait-il tort, un vagabond qui avait été battu à mort. Tu n'as pas besoin de t'écarter du chemin, dit Peter. Allez, installez-vous confortablement où vous voulez. Reste avec nous pour l'instant, tu n'as nulle part où aller, mon pauvre. Merci. Merci, c'est gentil d'être là aussi. 4, c'est toujours mieux que 3. Nous gagnons plus d'argent. C'est plus sûr. Et tu es un dur à cuire, tu as des muscles. C'est la première fois qu'Eric fait attention à son corps. En effet, son torse était bombé de muscles, et ses bras présentaient des biceps et des triceps saillants. Comment pouvait-il connaître de tels mots ? C'est étrange. Je vois que tu as été malmené par un cop. Tu as dû survivre, grimper, peut-être faire des travaux forcés. Tant pis pour la salle de sport. Pas besoin de s'abonner, dit Pierre en souriant. D'accord, retourne te coucher. Tu devrais te reposer. Nous allons travailler. Eric s'installe sur le lit sans matelas et s'endort. Il se réveilla d'humeur différente. Il se sentait fort dans ses bras et ses jambes. Son esprit était plus clair. Certes, l'homme ne se souvenait pas des détails de sa vie passée. Mais ce n'est pas grave. Mais maintenant, il n'était plus seul. Étrangement, ce qui s'est passé avant la plage est complètement oublié. Seul le sentiment d'un danger mortel et d'un sauvetage miraculeux, malgré l'absence de chance, est resté présent. Mais le temps écoulé depuis le début du voyage jusqu'à cette grande ville dangereuse était fermement gravé dans ma mémoire. Chaque détail, chaque détail. Un peu plus tard, les nouvelles connaissances d'Eric sont arrivées. Tiens, Eric, tu as déjà l'air normal, et nous allons faire une belle prise. Les sans-abri font les poubelles dans le quartier, saisissant toute occasion de gagner un sou ou un morceau de pain. La seule chose interdite était le vol. Si nous nous faisons prendre, tous les habitants nous dénonceront rapidement à la police, et adieu, adieu, endroit calme et paisible. Et ils risquent de nous battre, voire de nous tuer. Comme toi, par exemple. Nick, Pet et Sad sont restés ensemble pendant des années. Ils ont survécu en plaçant des filets dans les ruisseaux locaux pour attraper des écrevisses et des petits poissons. Ils travaillaient à temps partiel dans la communauté des cottages. Il y avait toujours du travail sur les parcelles. Ceux qui n'étaient pas dégoûtés par les sans-abri leur confiaient des tâches simples, réparer le toit de la grange, peindre la clôture, désherber les plates-bandes. Ils les payaient en argent ou en nourriture. Trinity était satisfaite des deux options. En été, tout allait bien. Nous pouvions dormir à la belle étoile. Mais en hiver,
Nous devions nous rendre en ville pour trouver le chauffage principal, sinon nous gelions. Et il y avait des dangers. Les flics ne sont pas des gens gentils qui considèrent les sans-abri comme des victimes sans contrepartie. Les autres sont des vagabonds et il n'y a pas moyen de gagner sa vie. À moins de trouver de temps en temps de quoi manger dans les poubelles d'un centre commercial ou d'un café. Tout le monde ne survit pas à l'hiver. Il n'y a que les jeunes, les costauds, les chanceux, comme toi, secoua tristement la tête en direction de Nick, qui était manifestement le chef des 3 sans-abri. Lenny, le frère de ma cousine, est mort cette année-là. La seule âme sœur au monde. Il était vieux, il était malade, il toussait tellement que j'ai cru que c'était ses poumons et qu'il toussait. Ils n'ont pas voulu nous emmener à l'hôpital. C'est pourquoi notre Lenny est mort de cette toux. C'était un homme bon, ajoute Sad. Ses yeux s'embrouillent. Qu'il s'agisse du souvenir de son ami décédé ou de la prise de conscience que le même sort les attendait tous. D'accord, dit Nick. Toi, Eric, qu'est-ce qui te préoccupe? Où vas-tu aller? Ou tu restes avec nous? Avec toi, répond Eric sans hésiter. Que pouvait-il faire d'autre? Le souvenir ne revenait pas. Il y avait peu d'espoir que cela se produise rapidement. Et ici, il y avait des gens gentils et attentionnés. Ils ont manifestement besoin les uns des autres. Il est plus facile pour les sans-abri de survivre ensemble. Cette vérité surgit soudain dans le cerveau d'Eric, prouvant une fois de plus qu'il était tout autant un vagabond que ses nouvelles connaissances. Eric et ses nouveaux amis ont passé tout l'été dans une maison abandonnée. Un matin, une voiture de police est apparue dans la rue. Les sans-abri revenaient d'une nuit de pêche. La pêche a été bonne. Un grand sac en plastique trouvé dans la rue était rempli à ras-bord. De quoi mener une vie bien remplie pendant 2 ou 3 jours. Tout le monde était de bonne humeur. Et puis, soudain, cela s'est produit. Attendez. Se figea, remarquant les hommes en uniforme, 3 vagabonds. Obéissants, ils se figèrent comme s'ils s'arrêtaient. Ils n'avaient pas encore contourné l'angle de la caserne, au-delà duquel on apercevait leur maison. Les copains se sont éloignés et ont observé ce qui se passait à bonne distance. Les flics se sont dirigés tout droit vers le refuge pour sans-abri. Ils savaient manifestement où aller. Quelqu'un du coin a balancé, dit Nick en serrant les poings. J'aimerais savoir qui, pourquoi et à qui. Nous n'avions pas l'air d'être dans le chemin. Il était désormais impossible de retourner à la maison. Les 4 amis passent le reste de l'été dans la forêt. Ce n'était pas un mauvais moment à passer, il faisait chaud, c'était calme, c'était paisible. Il y avait suffisamment de nourriture. La pêche et les tâches ménagères sur les parcelles de la datcha étaient très utiles. Et puis, d'une manière ou d'une autre, il a fait nettement plus froid la nuit. Il s'est mis à pleuvoir. La tente de fortune accrochée à un arbre ne nous protégeait plus des intempéries. Nick décrète un matin, rentrons en ville. Eric aimait beaucoup moins la vie en ville que la vie en périphérie. Le bruit, la saleté, les conduits de chauffage sombres et poussiéreux, où les rats, les cafards, les araignées vivent à côté des gens, le manque d'air frais, la nécessité d'être constamment à l'affût des policiers et des sans-abri agressifs. Mais ses amis étaient là pour lui. Ils lui ont expliqué comment survivre en ville. Et lui-même semble se souvenir inconsciemment de quelque chose de sa vie passée. Il était plus doué que Nick pour s'orienter dans les bennes à ordures. Eric savait d'instinct où se trouvaient les bons restaurants et quand il y avait quelque chose à manger. Des yeux de diamant, avait dit Nick à Eric plus d'une fois. Ce n'est pas pour rien que nous t'avons rencontré l'autre jour. Eric prenait soin de son apparence beaucoup plus souvent que ses compagnons d'armes, il se brossait les dents, se lavait le visage, se rasait même avec les outils qu'il trouvait dans la casse, après les avoir traités à la vodka, bien sûr. Tous les soirs et tous les matins, Eric se lave le visage avec de la neige, de l'eau de pluie, de l'eau de la fontaine. S'il le souhaitait, il pouvait même prendre un bain improvisé. Le premier hiver n'a pas été facile pour Eric. Il s'est avéré qu'il n'y était pas du tout préparé. C'est étrange, alors que l'homme semble avoir passé toute sa vie dans la rue. Eric prenait soin de son apparence beaucoup plus souvent que ses compagnons d'armes, il se brossait les dents, se lavait le visage, se rasait même avec les outils qu'il trouvait dans la casse, après les avoir traités à la vodka, bien sûr. Tous les soirs et tous les matins,
Eric se lave le visage avec de la neige, de l'eau de pluie, de l'eau de la fontaine. S'il le souhaitait, il pouvait même prendre un bain improvisé. Le premier hiver n'a pas été facile pour Eric. Il s'est avéré qu'il n'y était pas du tout préparé. Étrange, quand on sait que l'homme semble avoir passé toute sa vie dans la rue. Où l'avait-il fait? Comment le savoir maintenant? Vous ne pouvez pas aller à la police. Ils penseront certainement qu'il s'agit d'un vagabond. Ce qui, en fait, est le cas. Et les autorités ont une courte conversation avec les sans-abri. Ils sont une main-d'œuvre gratuite, des âmes humaines non comptabilisées. On peut en faire ce que l'on veut. C'est effrayant. Comme Nick l'avait prévenu, tout le monde n'a pas survécu à l'hiver. En février, Sid est tombé gravement malade. Ses amis l'ont soigné du mieux qu'ils pouvaient, en lui faisant boire de l'eau chaude et en le nourrissant durement. Mais l'homme toussait, brûlait de fièvre, puis délirait. Il se souvenait sans cesse de sa grand-mère du village, lui demandant de ne pas le battre, jurant qu'il n'était coupable de rien. C'est la première et unique fois qu'Eric a osé voler. Après coup, il s'est reproché son geste, d'autant plus qu'il n'a servi à rien. Mais à ce moment-là, il lui a semblé qu'il faisait le bon choix. Au début, Eric s'est contenté de demander l'aumône à la sortie du supermarché. Mais, comme Nick l'avait prévenu, les gens comme lui étaient réticents à donner. Le front sain, le travail, grommelaient les vieilles dames. Eric serait heureux de travailler, mais qui l'embaucherait sans permis de séjour, sans papier? Qui a besoin de lui? C'est un été libre. Les fermes privées ont toujours besoin de bras libres. Et maintenant? Puis Eric est devenu désespéré. Sid n'avait pas le temps d'attendre. Il avait besoin de médicaments immédiatement. Eric savait même quel type d'antibiotiques. Comment le savait-il? Apparemment, il avait vécu dans un environnement normal avant de se retrouver dans la rue. Il y a bien longtemps. Quoi qu'il en soit, Eric a sorti son portefeuille de la poche du distrait. Ce dernier marchait dans la rue, les yeux rivés sur son téléphone, inconscient de tout ce qui l'entourait. Le portefeuille est pratiquement tombé de la poche arrière de son Jean. Eric n'a plus qu'à l'attraper, ce qu'il fait en se maudissant des derniers mots. Mais son ami a besoin de médicaments et il est en train de mourir. Mais personne ne croit ses paroles. Les passants sont persuadés que le sans-abri réclame une bouteille. Il n'y avait pas beaucoup d'argent dans le portefeuille, mais il y en avait assez pour les médicaments. Il y avait même du pain et des saucisses bon marché. Au début, les pilules semblent soulager Sad et tout le monde croit en une issue heureuse. Mais au bout de quelques jours, la maladie a fait des ravages. Nick a trouvé le corps essoufflé de son ami le soir en rentrant de la pêche. Ils l'ont enterré dans un terrain vague à l'extérieur de la ville. Le creusement a été difficile, mais les deux amis y sont parvenus. Tous les trois étaient silencieux. Ils n'échangeaient qu'occasionnellement de courtes phrases, et encore, uniquement pour des raisons professionnelles. De retour sur le conduit de chauffage, Nick raconte l'histoire de Sad. Le garçon est né dans une famille dysfonctionnelle, des parents ivrognes, beaucoup d'enfants et une bouche en trop. Le plus jeune fils était souvent recueilli par sa grand-mère, la mère du père de Pete. Pete, bien sûr, avait un vrai nom à l'époque, David. La grand-mère était religieuse, et d'une manière très étrange. Dans tout ce que le garçon faisait ou disait, elle voyait des signes indiquant qu'il était possédé par des démons. La vieille femme a donc essayé d'exorciser le pouvoir maléfique de son petit-fils. Et ses voisins fanatiques l'ont aidé à le faire. David a été battu, affamé, enfermé dans une cave obscure pendant des jours et des jours. Tout cela pour son bien. Il n'est pas allé à l'école pour ne pas être exposé aux influences corrosives de la jeunesse. Sa grand-mère voulait faire de son plus jeune petit-fils un homme pieux, afin qu'il ne soit pas comme son père et sa mère. Et les parents? Ils se moquaient de ce qui arrivait à leur fils. Sa grand-mère l'emmenait et c'était bien, c'était moins d'ennui pour eux. David, bien sûr, s'est plaint à son père et à sa mère, il a essayé d'expliquer à quel point il vivait mal avec sa grand-mère. Mais ils n'ont pas voulu l'écouter. Ils ont également réprimandé leur fils parce qu'il n'était pas reconnaissant envers sa grand-mère pour tout ce qu'elle faisait pour lui. Le garçon a donc commencé à s'enfuir de chez lui. La première fois, il a été ramené à sa grand-mère, qui a battu son petit-fils au point qu'il n'a pas pu s'asseoir pendant longtemps.
La deuxième fois, la même chose s'est produite. Et la troisième fois, David n'a jamais été retrouvé. Il avait déjà acquis de l'expérience et compris comment se cacher pour ne pas être découvert et attrapé. La liberté entourait la tête du garçon. Il était mieux dans la rue qu'à la maison. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé avec le Chinois. Et maintenant, tout est triste, dit Nick en baissant la tête. Je suis à bout de souffle. On finit tous comme ça un jour ou l'autre. Soit la maladie nous tue, soit quelqu'un nous tue. Pour la première fois, Eric ne pense pas à son passé, mais à son avenir. Est-ce que cela pourrait être la vie qui l'attend, lui aussi? C'est fort probable, car il n'a pas de papier. Si vous n'avez pas de papier, vous n'êtes personne, on ne vous embauchera pas pour un travail ou on ne vous admettra pas dans un hôpital. Survivez comme vous le pouvez. L'hiver passa, l'été passa, et ce fut de plus en plus facile. Le trio se rapproche à nouveau de la périphérie de la ville, il occupe une maison abandonnée non loin des parcelles de la datcha. Eric s'est habitué à cette vie. L'errance, les gains aléatoires, le danger permanent. Il s'est rendu compte d'une chose, un homme peut rester dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle condition. Cela l'apaisait, lui donnait de l'espoir. Le souvenir ne revenait toujours pas. Eric ne s'en inquiétait plus vraiment. Il n'y a pas de temps pour les pensées et les soucis futiles. Il doit survivre. Plusieurs années passèrent. Nick, Pete et Eric étaient toujours ensemble. Ils réussirent à survivre à l'hiver, en se soutenant mutuellement et en prenant soin les uns des autres. Ils sont devenus de vrais amis, des parents, peut-être même des frères. En tout cas, Eric ne pouvait plus s'imaginer sans eux. Nick, qui avait toujours un plan d'action clair, et Pete, le bon vivant, formait sa famille. Mais par une sombre nuit d'août, il y a eu une descente de police. Quelqu'un avait de nouveau appelé la police après avoir remarqué que des sans-abri vivaient près du village. Eric frémit encore au souvenir de ce moment. Les phares des voitures de police diffusaient une lumière matinale. Le haut-parleur émet des mots durs, sortez un par un. Il est inutile de résister. Mais ils ont quand même résisté. Ils ont résisté désespérément, ne voulant pas entrer dans une maison vide. Ils ont essayé de s'échapper par un trou dans la vieille clôture, mais il s'est avéré que 2 hommes forts en uniforme les attendaient déjà à cet endroit. Nick fut le premier à être saisi. Pete et Eric s'arrêtèrent dans l'indécision, regardant leur chef d'un air confus. « Courez, bande d'imbéciles !» Nick, qui avait déjà les mains tordues dans le dos, cria frénétiquement. Et Eric a couru. Il courait si vite que le vent sifflait à ses oreilles. Il fallait qu'il se sauve, qu'il s'éloigne le plus possible de cet endroit terrible, qu'il se cache dans la forêt qui n'était qu'un ruban sombre à l'horizon. Pete ne cessait de prendre du retard. Eric était le plus sportif des trois. Sans doute à tort. Il avait déjà dû faire des travaux physiques pendant de longues périodes à cause de ses muscles. Eric possédait un muscle de secours, une endurance incroyable. En tant qu'athlète, l'homme pouvait courir vite et longtemps, savait donner des coups de pied et des coups de poing. Peut-être avait-il un passé trouble. Il l'a appris dans la rue. Il a utilisé ses compétences à de nombreuses reprises. Et maintenant, le flic s'est avéré être un excellent coureur. Il a rattrapé Pete, qui haletait à force de courir si vite. Bientôt, les autres policiers les rattrapent et se précipitent déjà sur les fugitifs. Pete n'allait nulle part. Eric, quant à lui, s'était manifestement éclipsé. L'homme en uniforme rattrapa finalement Eric, l'attrapa par la peau du cou et le tira vers lui. Il avait beaucoup de force. Eric essaya tant bien que mal de se dégager. En vain. Son corps se mit à nouveau en marche, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Ses mains agrippèrent le torse de son adversaire, et ses jambes exécutèrent une sorte de mouvement étrange. Et déjà le policier, confus et surpris, s'allongea sur l'herbe et leva les yeux au ciel. « Dépêchez-vous! Allez, ils arrivent !» crie Eric à Pete. Mais en regardant son camarade, l'homme se rendit compte qu'il ne pouvait pas courir plus vite. Il n'y avait aucune chance qu'il y parvienne. « Eric, tu cours comme ça, et je suis fini. »« Je n'ai plus de force, » murmura Pete avec difficulté, en respirant bruyamment, et il s'effondra dans l'herbe. « Allez, ressaisis-toi.
exhorte Eric. Il s'approcha même de son camarade et le prit dans ses bras, avec l'intention de s'enfuir avec lui dans les bois. Le policier reste pour l'instant allongé dans l'herbe, mais ses collègues approchent rapidement en direction du village. Rien n'y fait. C'est Pete qui le repousse. Tu vas te sauver, ou ils seront tous capturés ensemble. Je n'en peux plus, dit-il. Eric se rend compte que Pete a raison. Il était très difficile de laisser seul un homme avec lequel tant de gens étaient liés. Mais que peut-on faire? Personne ne se porterait mieux si lui aussi était capturé. L'homme se remit donc en route vers la forêt. Le fourré Salvatore était tout proche. Il n'y trouverait rien, ni les arbres denses, ni les buissons, ni les tempêtes, ni le pied de biche. Le chien serait nécessaire, mais pas avant qu'il ne l'ait amené sur place. Eric a disparu. Ce matin-là, Eric était perdu dans le fourré, au fond des bois, tapi comme un animal blessé. Il marche longtemps, essayant de s'éloigner le plus possible de la poursuite. À midi, l'homme est complètement épuisé. Voyant un vieil arbre épais avec une fourche pratique, comme si elle avait été spécialement créée pour les voyageurs fatigués de Dzankois, Eric y grimpa et tomba dans un sommeil profond et agité. L'homme se réveilla le soir, il faisait de plus en plus froid. Les nuits d'eau sont plutôt fraîches. De plus, son estomac était tiraillé par la faim. Eric se rafraîchit avec les cadeaux de la forêt. Il y avait un bosquet de mûres juste sous son arbre. Et il avança. Il doit trouver une nouvelle maison, une nouvelle ville. Il est tout seul maintenant, sans amis. C'est mauvais, c'est triste, c'est dur. Qu'est-ce qui leur arrive maintenant? Ils ont probablement déjà été envoyés dans cette maison sans issue. Eric l'a vu une fois. Cet endroit est effrayant. Une haute clôture en ciment avec du fil de fer barbelé le long du sommet. Peut-être qu'elle était aussi électrifiée. Non, il n'y a aucun moyen de sortir de cette maison. Et Eric ne peut pas aider ses camarades, même s'il le veut. Il ne reste plus qu'à espérer que les rumeurs concernant la maison sont exagérées, et que ses amis n'y seront pas aussi mal qu'il l'imaginait. Eric lui-même. Il faut qu'il aille en ville. On peut encore vivre dehors en été, mais il va bientôt faire froid. On ne peut pas rester dehors quand il fait froid. Il faut aller dans des endroits chauds, plus proches des habitations et des poubelles, où il y a toujours assez de nourriture pour qu'un sans-abri ne meure pas de faim. Comment survivre dans la rue? Cela, Eric le savait déjà très bien. Il n'est pas inquiet pour lui-même. Mais ses amis lui faisaient cruellement défaut. L'homme était habitué à ce qu'ils soient toujours ensemble, qu'ils se soutiennent d'un mot et qu'ils se disputent parfois. Et maintenant? Et maintenant quoi? Il était à nouveau seul sur la planète. L'homme pensait qu'il avait peut-être des amis et des parents dont il ne se souvenait pas du tout. Mais le souvenir n'est jamais revenu. Au bout de quelques jours, Eric s'est rendu dans la nouvelle ville, a trouvé un endroit où loger, a regardé autour de lui, a cherché où il pourrait trouver de quoi se débrouiller. Il a vu d'autres sans-abri. Certains étaient très amicaux, d'autres belliqueux. Il fallait toujours être sur ses gardes. Mais l'homme n'a jamais rejoint personne. Il n'en a pas eu l'occasion. Il essayait d'entretenir des relations amicales avec tout le monde, mais la plupart du temps, il restait seul. Les années passent. Eric s'habitue à sa vie de vagabond. De temps en temps, il quittait une autre ville et s'en allait. Pourquoi? L'homme ne le sait pas lui-même. Ses conditions de vie étaient les mêmes partout. Probablement, il voulait simplement voir le monde, de nouveaux endroits, de nouveaux visages, des paysages intéressants. C'est toujours intéressant. Et puis, il y a 3 ans, Eric s'est soudain retrouvé à West Ham. Il lui semblait qu'il était déjà venu ici dans une vie antérieure. Ou dans un endroit très similaire. Le paysage urbain lui semblait vaguement familier. L'atmosphère même de la ville était apaisante, chaleureuse et accueillante. L'homme comprit immédiatement qu'il resterait ici longtemps. Et c'est ce qu'il fit. 3 années s'étaient déjà écoulées, et il ne voulait pas quitter West Ham à la recherche d'une vie meilleure. Et pourquoi le ferais-je? Eric s'est installé. Il a presque un vrai appartement, une pièce sous l'escalier dans une vieille maison de 3 étages du fond d'urgence, où personne ne vivait. Cette maison était gérée par un homme.
du département, qui a laissé le sans-abri entrer dans cette pièce. Vivez ici pour l'instant, a-t-il dit, mais s'il y a quelque chose, il y aura une inspection où vous devrez faire emménager des gens. Vous devrez retourner dans la rue. Eric vit donc ici, dans le quartier, et il est très heureux. Il avait enfin une vraie chambre avec un lit, une table et même un petit réfrigérateur. Steve, c'est le nom de l'homme qui a aidé Eric à trouver un abri. Il avait essayé de lui trouver un emploi de concierge, mais il avait besoin de papiers officiels. Quel genre de papier un vagabond peut-il avoir? Cela n'a pas marché. Steve et Eric ne pouvaient pas être amis, leurs statuts sociaux étaient trop différents. Un jour, un sans-abri a éloigné une meute de chiens d'une vieille dame devant Steve. De nombreuses personnes ont vu que les animaux étaient sur le point d'attaquer la vieille dame, mais personne n'a osé les aider. Eric vivait dans la rue depuis longtemps et savait comment agir dans une telle situation. La vieille dame secourue, sans avoir le temps de remercier, a immédiatement disparu dans l'entrée. Steve, qui avait assisté à cette scène, s'approcha du héros, le félicita pour son courage et lui fit une offre qu'Eric ne pouvait pas refuser. « Je vous observe depuis longtemps, » dit Steve en serrant la main du sans-abri. « Vous ne ressemblez pas aux clochards habituels. Vous êtes propre, poli, respectueux. Vous n'êtes pas passé à côté du malheur des autres. Et que ferez-vous en hiver? Un conduit de chauffage? » Eric haussa les épaules. Il avait traversé plus d'un hiver et savait exactement comment faire face à l'arrivée du froid. « J'ai le fonds d'urgence à l'abandon, » poursuivit Steve. « Il y a une pièce sous l'escalier. Je peux vous y laisser entrer. Temporairement, bien sûr. Je ne peux pas vous donner un appartement. Mais vous pouvez vivre dans la pièce sous l'escalier et vivre en paix. » Eric avait donc un endroit décent pour vivre. L'homme a mis du temps à s'habituer à son nouveau coin. Dormir dans un vrai lit est un vrai bonheur. Dîner à table, prendre une douche, ne pas tressaillir à chaque bruissement accidentel, c'est une véritable bénédiction. C'était un peu effrayant de vivre dans un immeuble vide de 3 étages, comme dans un château hanté. Mais c'était bien mieux que de vivre en plein air. Eric aimait sa chambre et était très reconnaissant à Steve de l'avoir hébergé. Les deux hommes se parlaient de temps en temps lorsqu'ils se croisaient dans la rue, ce qui n'était pas rare. La maison de Steve n'était pas loin du fonds d'urgence. « Je te regarde et je ne comprends pas, tu ne connais vraiment pas ton passé ?» demande Steve. « Non, je ne sais pas », répond Eric. « Je ne me souviens de rien du tout. Ça ne devrait pas être comme ça. » « Nous devrions aller voir la police, suggère Steve. « Non, » dit Eric. « Au fil des années passées dans la rue, j'ai appris à me méfier des flics. Et tant d'années ont passé. Peut-être que quelqu'un m'a déjà cherché, mais toutes les recherches ont sûrement cessé maintenant. Je plaisante, cela fait plus de 10 ans que je me suis retrouvé au bord de la rivière. » « Eh bien, vous savez, acquiesce Steve. Seulement, je ferais les choses différemment si j'étais vous. » Eric avait presque un vrai travail après tout. Officieux, certes, mais permanent. 3 fois par semaine, un camion de course arrivait à la même heure au supermarché local. Les filles, vendeuses et caissières, étaient censées le décharger. Mais les filles n'avaient pas assez de force. Ce travail difficile n'était manifestement pas fait pour des mains de femmes. Un jour, voyant les vendeuses des vêtements de marque du magasin agoniser avec tous ces cartons, Eric n'en peut plus et se précipite à leur secours. Ce n'était pas difficile pour lui, l'homme n'était pas étranger au travail physique et il avait suffisamment de force. L'une des filles sourit, gênée, une fois la tâche accomplie et tend à l'homme un sac rempli de provisions. C'est presque périmé. Il expire dans quelques jours. Mais ces produits sont savoureux, bons. Nous les ramenons aussi à la maison lorsque nous annulons la date de péremption. Alors n'ayez pas peur, mangez. Merci, sourit Eric. Cela faisait des années que l'homme n'avait pas été dégoûté par les friandises provenant des bennes à ordures, et il ne pensait pas avoir peur. Cela faisait longtemps que l'homme n'avait pas mangé de la nourriture digne de ce nom, et il y avait ici de la saucisse, du pain et quelques conserves. Il y avait aussi... Cela vous dérangerait-il de venir après-demain? Au même moment, le camion reviendra, et nous-mêmes, vous verrez, quel genre de déménageurs nous sommes. Avec plaisir, bien sûr, a-t-il répondu.
Et c'est ainsi que les choses se sont passées. Désormais, 3 fois par semaine, à la même heure, l'homme se rend au supermarché, décharge un camion et reçoit un énorme sac de nourriture. Eric avait un endroit où vivre. Il avait complètement oublié la faim et les dangers de la rue. Bien sûr, l'homme se rendait compte qu'une telle vie prendrait fin un jour. Mais ce qui sera, sera. Lui non plus n'avait pas l'habitude de survivre dans la rue. Pour l'instant, Eric profite de son bien-être. Il avait beaucoup de temps libre. L'homme aimait se promener dans la ville, au centre, à la périphérie, au bord de l'eau, dans la banlieue. Tout ici était beau et agréable. De temps en temps, Eric trouve un petit travail à temps partiel. La même chose qu'avant. De petites courses, principalement pour des personnes du secteur privé. On lui faisait volontiers confiance. Contrairement aux autres sans-abri, Eric avait l'air beaucoup mieux soigné, décent et généralement plus digne de confiance. Avec l'argent qu'il gagnait, l'homme achetait des médicaments et des vêtements. Un jour, il a vu dans le magasin un album contenant des crayons d'art coûteux et n'a pas pu résister. Il a dépensé tous ses gains pour cette beauté. Eric fut surpris de découvrir qu'il savait dessiner. De ses mains sortirent de merveilleuses peintures, principalement des paysages urbains et ruraux. Tout ce qu'Eric avait vu de beau, tout ce qui avait frappé son imagination, était maintenant transféré sur le papier. « Oh, vous êtes aussi un artiste, n'est-ce pas ?» s'émerveille Steve, qui vient un jour voir son service et remarque les peintures sur son bureau. « Je ne sais pas, » dit Eric en haussant les épaules. « Personnalité intéressante. »« J'aimerais beaucoup savoir ce qui vous est arrivé dans le passé, » murmure Steve d'un air pensif. Eric le voulait aussi. Mais d'un autre côté, il y avait aussi la peur. Et s'il découvrait quelque chose de mauvais sur lui-même? Et s'il avait fait quelque chose de terrible dans sa vie passée? Quelqu'un l'avait poursuivi, avait essayé de lui faire du mal. Il a été frappé à la tête. Ce n'est pas arrivé par hasard. Peut-être vaut-il mieux ne rien savoir de ce qui s'est passé avant, dit Eric en réfléchissant. Pour vivre en paix. D'autant plus que la vie a repris son cours normal. Eric s'est même fait des amis, car il est difficile de vivre seul. Steve? Non, on ne peut pas vraiment parler d'amis. C'est plutôt un mécène. Mais les concierges du quartier, le vigile du supermarché, le grand-père solitaire de la maison voisine, tous ces gens viennent maintenant souvent rendre visite à Eric. Et il est heureux d'avoir enfin un endroit où il peut inviter des gens. En cette matinée ensoleillée, Eric se rendait à son travail principal au supermarché. Le camion ne devait pas tarder à arriver. Aujourd'hui, l'homme est un peu en retard, il a travaillé tard sur un autre dessin et ne s'est donc pas réveillé. Mais ce n'est pas grave. Il n'a qu'à aller de l'avant. Il y arrivera. Eric s'approche de la route. Un carrefour très fréquenté. Un trafic actif sur la chaussée à toute heure du jour et de la nuit, des voitures filant à vive allure. Un endroit dangereux. Un homme s'est fait écraser une fois. Cela s'était passé juste devant Eric. L'homme courait dans la rue, pressé de passer au feu vert. Et ce gars-là, il traversait la rue. C'est un passage piéton et le feu est vert. Et il y a cette voiture étrangère. Le conducteur n'a même pas ralenti. L'adolescent s'est envolé comme une poupée de bois, a volé quelques mètres, puis est tombé directement sur l'asphalte. Eric s'est retourné brusquement et a pris la direction opposée. Il ne la voyait pas, ne voulait pas la voir. Son cœur battait la chamade, les larmes coulaient de ses yeux. Il avait tellement de peine pour le gamin. Au bout d'un certain temps, une couronne mortuaire est apparue sur un poteau près du passage à niveau. Elle y resta quelques mois, puis disparut. Mais Eric se trouvait maintenant près de l'endroit. Il était particulièrement prudent, tant qu'il n'était pas sûr que toutes les voitures s'étaient arrêtées sur le zébra, il ne mettait pas un pied. Aujourd'hui, il s'est donc arrêté loin de la route et a regardé le feu rouge. Le feu était rouge. Nous devons attendre. L'homme était seul ici. C'est l'heure. Ce n'est pas l'heure de pointe. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. C'est alors que les oreilles sensibles d'Eric perçoivent un bruit étrange, le bruit de roues heurtant la chaussée. Ce n'était rien, mais le bruit se rapprochait. La vitesse de l'objet semblait augmenter. Mais la route voisine était rouge et les voitures passaient à toute allure.
Eric se retourne juste à temps. Le gamin en scooter allait s'écraser sur la chaussée. Il n'a aucune chance. Le gamin est passé devant Eric. Ce dernier n'a pas pu réagir immédiatement. Une voiture arrivait droit sur le garçon. L'homme a eu le temps de voir l'horreur sur le visage de la conductrice, une jeune femme. Eric, au péril de sa vie, s'est jeté sur la route, a attrapé le garçon par la peau du cou et l'a littéralement jeté sur le trottoir. Il s'élance immédiatement à sa suite. La voiture l'a encore légèrement rattrapé à cette vitesse, et le léger impact a été sensible. Eric est tombé. La voiture s'est arrêtée un peu plus loin. On entendit un grand bruit de frein. Une conductrice se précipitait déjà vers Eric et le garçon étendu sur le trottoir. La première chose qu'elle s'exclama fut « Qu'est-ce qu'il a, le bébé ?» « Je l'ai heurté. »« Il va bien ?» lui assure Eric en frottant ses bleus. « C'est une longue tache. Je l'ai sorti à temps de sous les pneus. » Le gamin n'a pas été blessé. Quelle chance! La femme est prête à fondre en larmes. Et vous? Vous allez bien? Eric acquiesce en silence. Il ne dirait pas à cette femme déjà effrayée qu'il avait un énorme bleu sur la cuisse en ce moment, et qu'il allait probablement boiter pendant un long moment. Ce n'est rien, c'est banal. Ça guérira comme un chien. Qu'est-ce que tu fais? La colère de la dame s'est retournée contre le garçon. Tu ne sais pas qu'il faut traverser la route en vert? Grand comme ça, tu n'as toujours pas appris. Le gamin ressemblait à un animal traqué. Il devait avoir une dizaine d'années. Il en avait l'air. Le garçon commençait seulement à réaliser ce qu'il avait évité. Eric se sentit désolé pour l'infortuné coureur. Il s'est oublié, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que tout aille bien, acquiesça la femme. C'est une chance que vous ayez été là. Le garçon a eu de la chance, contrairement à son scooter. Nous avons tous les trois regardé le scooter, qui se trouvait sous les roues de la voiture. Mais alors, est-ce qu'on appelle la police, une ambulance? Ou, la femme regarde les autres personnes impliquées dans l'incident d'un air interrogateur? J'ai l'impression que tout s'est bien passé, dit Eric en haussant les épaules. Le garçon hocha la tête, confirmant son accord. Bon, je m'en vais, je suis en retard pour une réunion importante, dit la femme. Puis elle regarda le garçon et ajouta d'une voix sévère, et que tout cela te serve de bonne leçon, la prochaine fois, le gentil oncle ne sera peut-être pas là ou n'aura peut-être pas le temps de réagir. La prochaine fois, le gentil oncle ne sera peut-être pas là ou n'aura peut-être pas le temps de réagir. Eric tire le scooter encore en état de marche sur le trottoir et se gratte l'arrière de la tête, perplexe. Votre véhicule est irréparable. Il n'est plus possible de le réparer. S'exclame le garçon, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment. Mon père m'en achètera un nouveau. Il n'est pas pauvre. Je doute qu'il le fasse s'il connaissait la vérité, dit Eric en secouant la tête. Il n'aimait pas que le mot « pauvre » sorte de la bouche du jeune homme. Ce n'est pas un peu arrogant ou quelque chose comme ça? Ce garçon doit vivre dans une famille riche. Lui et les vêtements qu'il porte sont manifestement chers. Il est gâté et traite avec dédain ceux qui ont un statut social moins élevé que le sien. Et pourtant, son sauveur est pire qu'un mendiant. Un sans-abri sans passé. Il a regardé Eric avec une gratitude si sincère que l'homme a compris qu'il avait tiré des conclusions hâtives. Il regarda Eric avec une gratitude si sincère que l'homme réalisa qu'il avait tiré des conclusions hâtives. Le gamin a l'air d'être un bon garçon, de rien, dit Eric en souriant. Mais ne recommence jamais. Tu sais qu'il faut traverser la route au vert, n'est-ce pas? Oui, je sais, bien sûr, dit le garçon en faisant un signe de la main. Ce n'est pas la question, n'est-ce pas? C'est ça? S'interroge Eric. Il voulait parler un peu plus à ce gamin, l'aider à déstresser après ce qui s'est passé, s'assurer qu'il allait bien avant de le laisser partir seul. Il n'y a pas beaucoup de chance. Mon père m'a commandé un nouveau scooter en Amérique. C'est génial. Personne d'autre en ville n'en a. Mais maintenant, je n'en ai pas non plus. Oh, eh bien, mon père va le commander à nouveau. Quoi qu'il en soit, il a un système de freinage vraiment cool. Je me suis entraîné, ça a marché dans la cour. Le scooter s'arrêtait sur le terrain de jeu. En une seconde,
quelle que soit la vitesse à laquelle j'accélérais. C'est génial, non? Mais admettons, acquiesça Eric. Il commence à comprendre où son jeune interlocuteur veut en venir. Eh bien, c'est comme ça que je voulais ralentir avant la route. Ça a marché tout à l'heure. Mais là, rien. J'ai continué à rouler. Alors que j'avais déjà pris une bonne vitesse, je suis passé sous les roues et je n'ai rien pu faire. Eh bien, j'aurais sauté et c'est tout, a déclaré le garçon. Eric regarde le garçon d'un air absent. La vie est plus précieuse que n'importe quel fer, dit-il. Oui, je sais, soupire le gamin avant de deviner, c'est juste que c'était tellement effrayant de bouger et de penser correctement. Ça n'a pas engourdi le corps. Oui, en quelque sorte. Je vois, acquiesce Eric. Et le scooter ne s'est pas arrêté? Tu sais pourquoi? Tu n'as pas tenu compte du fait que la route monte ici. Et tu as probablement testé ton moyen de transport sur un terrain plat? Demanda Eric. C'est vrai? C'est comme si le gamin avait eu une révélation, sourit le garçon. Je n'y avais pas pensé. Eh bien, c'est justement ça. Sois plus prudent à partir de maintenant. Bon, ça arrive, attends. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous m'avez sauvé la vie et je ne connais même pas votre nom, dit le garçon pour exprimer sa gratitude. Je m'appelle Eric, se présente Eric. Waouh! Moi aussi, s'exclame le garçon. Eric, toi et moi, alors? Eric a souri. Il aimait de plus en plus ce garçon, un enfant doux, sincère, reconnaissant et bon. Il aurait dû avoir une mauvaise opinion de lui au début. Viens avec moi? Demanda soudain le garçon. Viens, viens. Le bureau de mon père est tout près d'ici. Il sait que je suis riche? Il a son propre restaurant. Tu sais peut-être comment s'appelle la légende urbaine? Le nom est fort, dit Eric en souriant. Bien sûr qu'il connaissait l'endroit, il était passé devant plusieurs fois. C'était l'endroit où l'élite locale se réunissait habituellement. Le restaurant était haut de gamme, mais Eric n'avait plus besoin d'inspecter les poubelles près des restaurants. Il avait l'habitude de faire le tour de West Ham en notant l'emplacement des cafés et des restaurants locaux. Au cas où. Ouais, c'est un nom cool, acquiesce le petit Eric. C'est son père qui l'a inventé. Et le compagnon de son ami, c'est-à-dire. C'est bien beau, mais il faut que j'y aille, se rendit compte Eric. Il se souvient qu'il est déjà en retard au supermarché. Le camion serait bientôt là, et l'homme n'avait pas l'habitude de laisser tomber les gens. Et il n'a été en retard qu'une fois, 2 fois. Et le travail qu'il a nourri pendant tant d'années. Vous pouvez le perdre. Dans ce métier, la diligence et la ponctualité sont importantes. Eh bien, que penses-tu de cela, dit Eric, contrarié. Je devrais certainement te présenter à ton père et lui raconter ce qui s'est passé. Est-ce qu'il te remerciera? Il sera, tu sais, tellement content que tu m'aies sauvé. Je n'ai rien fait de mal, et il est temps que je le fasse. Oui, je ne t'ai pas fait boiter. Maintenant tu as une blessure à cause de moi. S'il te plaît, viens avec moi voir ton père, je n'ai pas le temps, petit, je suis pressé d'aller travailler. Le meilleur remerciement que je puisse obtenir est ta promesse de faire attention à partir de maintenant. Je ferai attention. Je le promets, assure le garçon. Assure-toi de le promettre aussi. Je parlerai à mon père et il viendra avec moi et je vous remercie, s'il vous plaît. Ce n'est pas nécessaire, tente de répliquer Eric. Ça s'est bien terminé et... Mais tu m'as sauvé la vie, s'exclama le garçon. Il y avait tant de supplications dans son regard, tant d'espoir, qu'Eric ne put refuser le garçon. D'accord, dit Eric. Eric était mortifié par ses taches de rousseur. Un large sourire inonda son visage vide. Je te verrai ce soir, alors. Le garçon salua son sauveur et remonta la rue en courant. Vivant, en bonne santé et joyeux, Eric jeta un nouveau coup d'œil à son homonyme, jusqu'à présent régimenté, sur son scooter au bord de la route. Il réfléchit à ce qui aurait pu se passer, puis se redressa et se précipita vers le supermarché. L'homme boitait fortement, sa hanche le faisait souffrir, mais il n'y avait pas de fracture. Je m'excuse pour cet oubli. Voici le texte corrigé.
C'est sûr. Ce qui veut dire que ce n'est pas grave, ça va guérir rapidement, dit Eric à propos des écorchures sur ses jambes. Eric se précipite au supermarché, tandis que son jeune homonyme se précipite au bureau de son père. L'immeuble où il se trouvait était littéralement situé dans la rue voisine de l'endroit où la tragédie avait failli se produire. Eric était très enthousiaste. Un scooter. Le garçon a toujours eu beaucoup de jouets. Son père lui achetait tout ce qu'il voulait, mais un scooter comme celui-ci. Pas seulement en ville, mais aussi à la campagne. Le garçon pouvait y faire des tours spectaculaires dont il n'avait jamais osé rêver auparavant. Sa mère, en regardant ces tours, se serrait le cœur. Mais son père était heureux que son fils grandisse avec autant de courage et d'agilité. Il a toujours soutenu et encouragé les loisirs de son fils unique. La famille vivait dans une grande maison avec un jardin magnifiquement entretenu. La mère d'Eric ne travaillait pas, elle s'occupait du ménage et de son fils. Le père, quant à lui, était constamment en voyage d'affaires, puis en déplacement, et enfin au bureau, où il disparaissait jour et nuit. Les affaires exigeaient sa participation constante. Le garçon n'avait pas l'attention de son père, il lui manquait souvent, et il utilisait donc n'importe quel prétexte pour rendre visite à son parent au bureau. C'est une merveilleuse occasion de voir mon père. Bien sûr, un parent doit savoir ce qui a failli se passer. Pour critiquer, bien sûr, pour négligence, bien sûr. Il n'achètera peut-être plus un tel scooter. Mais le père doit savoir qui a sauvé la vie de son fils et la sienne. Il remerciera Eric, bien sûr. Il lui donnera beaucoup d'argent. Et Eric en a visiblement besoin. Eric n'est pas petit, il a tout de suite compris que l'homme qu'il a arraché sous les roues de la voiture est dans un grand besoin. C'est probablement un sans-abri. Il y en a beaucoup en Amérique. Eric a besoin d'argent. Bonjour, Eric fait un signe de tête à la fille de la réception. Lorsqu'elle a vu le garçon, elle a immédiatement contacté son père par l'interphone. Monsieur Stanley, votre fils est ici pour vous voir, dit la réceptionniste. Laissez passer, a-t-il répondu. Eric monte au 4e étage en quelques secondes. Son père l'attendait déjà. Alors, comment ça va, fiston ? Sourit l'homme derrière son bureau, avant d'ajouter, inquiet, que t'est-il arrivé ? Tes jambes sont toutes écorchées. Papa ! S'exclame Eric. Voilà le truc. Il raconte à son père, inquiet et confus, le récent incident. Le visage de John Sandler devient de plus en plus pâle au fur et à mesure qu'il lui raconte. Tu vois, papa, je veux que tu le remercies. Donnons-lui de l'argent, beaucoup d'argent. Il est sans abri et il en a vraiment besoin. Il n'en prendra pas, mais tu viendras avec moi ce soir sur ce passage piéton et tu lui diras, insiste Eric. Fiston, tu vois, voilà ce qui se passe, commence Anton. Il est encore ébranlé par le récit que lui fait son fils de ce qui aurait pu se passer s'il n'y avait pas eu ce sans-abri. L'argent ? Aujourd'hui tu l'as, demain tu ne l'as plus. Peu importe combien tu lui donnes, il s'épuisera vite de toute façon, il s'éparpillera. Et alors ? Demande Eric. Je l'embaucherai dans notre restaurant et je l'aiderai à obtenir ses papiers. S'il est sans domicile fixe, il est peu probable qu'il ait ses papiers en règle, et sans eux, personne ne l'embauchera et personne ne le soignera s'il tombe malade. L'homme erre donc. Et c'est un homme bon, si, au péril de sa vie, c'est toi, l'imbécile, qui t'es arraché à la roue. Il n'y en a plus beaucoup comme lui de nos jours. Nous lui donnerons un ticket pour la vie, une chance de devenir un membre à part entière de la société. C'est à lui de décider comment il saisira cette chance. Mais c'est bien mieux que de l'argent. Tu as raison, papa, acquiesce Eric. Eric est un homme très bien. Il doit avoir des problèmes pour être sans abri. Et nous allons l'aider à retrouver une vie normale. C'est un bon plan, non ? Très bien, acquiesce papa. C'est une bonne chose. Alors, à quelle heure avez-vous convenu de vous retrouver là-bas ? À 6 heures, répond Eric. Alors, sois à mon bureau à 6h30. Nous irons ensemble remercier votre sauveur, conclut John. Je veux lui serrer la main. Y, s'exclame le garçon. S'exclame le garçon. Maintenant, rentrez chez vous, soyez prudents.
Ou laisse-moi te trouver un chauffeur, suggère Anton. Non, je vais me promener. Ne t'inquiète pas, tu sais à quel point je serai prudent maintenant? 100 000 fois plus qu'avant, m'a assuré Eric. Lorsqu'Eric se présente au bureau de son père à l'heure prévue, il ne s'y trouve pas. Monsieur Standley est absent pour une réunion importante de l'administration, explique la réceptionniste. Mais ne vous inquiétez pas, il n'a pas oublié votre arrangement. Bill est au courant de tout. Il vous accompagnera. Où avez-vous prévu d'aller? Eric soupire. Bill était certainement un type sympa, jeune, drôle, toujours capable de raconter une blague, et il traitait bien Eric. Il avait un fils du même âge qu'Eric. Bill était l'assistant de son père, son bras droit, surtout lorsqu'il s'agissait de courses individuelles, comme celle-ci. Mais quand même, le père. J'aurais aimé qu'il aille voir le sans-abri lui-même. Ça aurait été mieux, parce que c'était son fils. Eric n'avait pas l'habitude d'être contrarié et grincheux pendant longtemps, et 5 minutes plus tard, il riait aux blagues de Matthew alors qu'il marchait avec lui jusqu'au passage piéton. Eric, senior, est arrivé à l'endroit convenu bien avant 6 heures du soir. Il se sentait mal à l'aise. Se tenir là, attendre d'être remercié pour avoir sauvé l'enfant. Toute personne normale aurait fait la même chose. C'est une chose normale, une chose naturelle. Quelle sorte de gratitude pourrait-il y avoir? Mais Eric a promis au garçon, et il va se montrer, attendant, contrarié. Non, si vous lui avez promis, ayez la gentillesse de venir. L'homme les aperçoit de loin, le garçon et son escorte descendent la rue à toute allure et se dirigent vers lui. Tous deux souriaient. Il était évident qu'ils entretenaient une excellente relation. Et le jeune homme se tourne soudain vers Eric et l'enlace par la taille. L'homme frotte maladroitement la tête du garçon. Et, homonyme. Bonjour, dit Bill en serrant la main d'Eric. Au nom du père de ce jeune homme, je tiens à vous remercier de l'avoir sauvé. C'est une grande chance pour nous tous que vous soyez là. Alors vous n'avez pas? Non, je ne suis pas son père. Monsieur Stedler voulait venir en personne pour vous rencontrer, mais il a des affaires urgentes. Je comprends tout cela. Bien sûr, vous êtes le bienvenu. N'importe qui aurait fait ça à ma place. Il se trouve que j'étais là, c'est tout. Le garçon a tellement insisté pour que je vienne. Je ne pouvais pas refuser. Et nous avons eu raison d'insister, sourit Bill. Nous avons tout prévu pour vous remercier. L'assistant de John Standley a tout raconté à Eric, qu'il allait désormais travailler à Urban Legend en tant que gardien, que son salaire serait supérieur à la moyenne de la ville et que John avait l'intention de faire les démarches administratives qui feraient d'Eric un membre à part entière de la société. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout cela est vrai? Eric n'en croit pas ses oreilles. Mais pour le travail, je vois. Mais les documents? Est-ce possible? Obtenir un passeport, être légalisé, devenir une personne non seulement dans les sens, mais aussi dans les documents? Sauf que jusqu'à présent, l'homme pensait que c'était impossible. Et puis soudain, rien n'est impossible à Monsieur Standley, sourit Bill. C'est ainsi que la vie d'Eric a repris son cours. Désormais, l'homme se rend tous les matins au restaurant City Legend. Il passait ses heures de travail principalement dans la cuisine, dans les arrière-salles et sur le territoire adjacent. Il nettoyait, sortait les grosses poubelles, passait la serpillière, surveillait les plantations. Un peu de tout. Le personnel du restaurant s'est d'abord méfié du nouvel employé. Comment ça, un vagabond de la rue? Comment John a-t-il pu penser à embaucher quelqu'un comme ça? Oui, il a sauvé son fils, il l'a sorti de sous un pneu. Il aurait pu le payer, c'est tout. Mais peu à peu, Eric s'est révélé être un travailleur consciencieux. Une bonne personne, un interlocuteur agréable. Il ne refusait jamais d'aider ses collègues et savait détendre l'atmosphère par une plaisanterie appropriée. Le nouvel employé a fait son travail avec soin et minutie, si bien qu'il a rapidement eu des sympathisants et même des amis dans son nouvel établissement. Le petit Eric venait souvent au restaurant pour saluer son sauveur et prendre de ses nouvelles. C'est un enfant intelligent et très gentil. L'homme lui racontait parfois la vie dans la rue.
Il évitait les moments particulièrement effrayants et désagréables. Cela ressemblait presque à une aventure. Un conte de fées avec une fin heureuse. Heureux, bien sûr. Après tout, l'ancien vagabond dort désormais dans une tanière sous l'escalier et travaille dans un établissement haut de gamme. Taylor. Qui l'a su? Oui, John a tenu sa promesse. Eric a obtenu son passeport. L'homme a failli pleurer la première fois qu'il l'a tenu dans ses mains. Cela signifiait beaucoup pour lui. Il n'était plus invisible, mais un citoyen à part entière de son pays, avec tous les droits qui lui revenaient. Eric n'avait aucune idée de la manière dont le chef avait procédé. Et il aurait aimé remercier John personnellement. Mais le patron ne s'est jamais présenté au restaurant. Il passait ses ordres par l'intermédiaire de son assistant, Bill. Eric s'est lié d'amitié avec Bill et ils s'entendent désormais sans formalité. John a également envoyé les documents du nouvel employé avec lui. Eric avait désormais un nom de famille, Eric Taylor. Il était enregistré dans une petite maison à la périphérie de la ville. C'est tout. Un vrai homme, certes sans passé, mais pas invisible. Il n'était plus un vagabond de la rue. Pour remercier personnellement le maître, s'exclame Eric en regardant le nouveau document. Il ne vient pas souvent ici, dit Bill en secouant la tête. Qu'est-ce qu'il a à faire ici? Il fait toutes ses affaires au bureau, en voyage d'affaires. Sais-tu à quel point il est dans le pétrin en ce moment? Nous nous développons, nous ouvrons des succursales dans différentes villes. John travaille jour et nuit. Le petit Eric confirme pleinement cette information. Il s'était plaint plus d'une fois à son ami plus âgé que son père lui manquait parce qu'il n'avait pas de temps à consacrer à sa famille. Ainsi, toutes les affaires de la légende urbaine étaient en fait gérées par Bill, sous la direction à distance de John. Lorsqu'il a reçu son premier salaire, Eric a pensé qu'il y avait une erreur. On lui a remis une enveloppe gonflée remplie de gros billets. L'homme n'avait jamais tenu une telle somme de sa vie et ne savait pas quoi en faire. Non, c'est vrai, sourit Bill, ce à quoi Eric répond par une question. Nous espérons que tout ira bien. Achetez tout ce dont vous avez besoin pour vivre, mais économisez aussi petit à petit. De cette façon, vous économiserez lentement pour avoir un endroit où vivre. Les perspectives sont vertigineuses. Est-ce vraiment possible? Eric avait un emploi officiel stable, un salaire élevé et des documents. Et bientôt, il aurait son propre logement. Il n'y a pas si longtemps, Eric ne pouvait même pas en rêver. Il était prudent face à l'avenir, mais aujourd'hui, tout a changé. Maintenant, tu peux aller voir le médecin. Parlez-lui de cette histoire de mémoire. Il existe peut-être un médicament qui l'aiderait à se souvenir de ce qui s'est passé avant le moment où Eric, battu et trempé, s'est réveillé sur la plage déserte. Mais l'homme n'est pas pressé d'aller à l'hôpital. Il y avait toujours quelque chose à faire et une excuse. Eric avait encore très peur d'apprendre la vérité sur lui-même. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé avant. L'homme est satisfait de sa vie. Il avait peur, désespérément peur de détruire cette idylle, de perdre tout ce que le destin lui avait accordé. Peut-être que le brouillard de l'oubli était la meilleure chose qui puisse arriver. Peut-être qu'Eric serait plus heureux et plus serein s'il ne ressassait pas le passé. Un matin, le chef de cuisine envoie Eric au salon VIP. L'une des femmes de ménage était soudainement tombée malade et il fallait nettoyer l'endroit avant la soirée. Eric, muni d'un seau, d'une serpillière, de chiffons et de produits de nettoyage, se rendit dans le hall. Il n'était jamais venu ici auparavant, il avait seulement jeté un coup d'œil à travers la porte de temps en temps en passant. Aujourd'hui, il a l'occasion d'examiner la pièce de plus près. Des meubles raffinés et coûteux provenant d'Italie, un sol lisse et brillant, des lustres massifs, tout ici était luxueux et riche. Mais bien sûr, car c'était la pièce où l'élite se réunissait habituellement. L'attention d'Eric est attirée par les peintures qui ornent les murs. Il s'agit de dessins réalisés à l'aquarelle et au crayon. Ils doivent être l'œuvre d'un artiste célèbre s'ils sont ici. C'est étrange. Eric avait l'impression d'avoir déjà vu ces peintures quelque part. D'ailleurs, l'artiste travaillait manifestement d'une manière similaire à celle d'Eric. Le peintre a choisi les mêmes sujets, des paysages simples, des visages humains, des animaux en mouvement. Eric était intéressé.
Il veut savoir qui est l'auteur de ses œuvres. Il fait le tour de la pièce, espérant voir le nom de l'artiste sur l'un des dessins. Il ne savait pas, ne se rendait même pas compte qu'il était observé à ce moment précis. John était quelque peu préoccupé par la façon dont les choses se déroulaient chez Urban Legend, sa création. L'homme avait récemment consacré toute son énergie à la conception et au développement de succursales. Pour rire, il n'a plus seulement un restaurant entre les mains, mais tout un réseau d'établissements de ce type. Presque un empire. Il ne voit pas son fils. Sa femme oubliera vite à quoi ressemble son mari. Ce n'est rien, c'est juste une période chargée. Il est difficile de porter seul une telle charge, sans un compagnon fidèle en qui on peut avoir confiance. Mais un peu de temps passera, et tout rentrera dans l'ordre, dans la sérénité. Nous devrions partir en vacances avec la famille, nous détendre ensemble sur l'océan, nous reposer, être ensemble. Sinon, à quoi sert l'argent ? John a pensé un jour que l'argent était la chose la plus importante dans la vie. Sans lui, on n'est rien. Comme un petit insecte sans défense. Que pouvait penser d'autre un garçon issu d'une famille pauvre ? Le petit John n'avait pas de vêtements décents, pas de manuel scolaire, pas de nourriture. Il n'y avait pas de jouets ni d'autres joies enfantines à proprement parler. Le père de John était un alcoolique classique, qui buvait, ne travaillait parfois pas et conduisait toute la famille le soir. Sa mère supportait tout cela sans se plaindre et ressentait même, comme John l'a réalisé plus tard, une sorte de fierté d'être aussi patiente. Aucune des deux épouses ne se souciait de son fils. John, bien que n'étant pas orphelin, a grandi avec des parents vivants, comme une mauvaise herbe, et s'est senti très malheureux. Un jour, John et son meilleur ami, un enfant issu d'une famille tout aussi pauvre que la sienne, se sont jurés de ne pas vivre comme ses parents. Nous aurons beaucoup d'argent, nous serons de grands hommes d'affaires, disait le garçon en regardant son ami avec des yeux brûlants. Nous serons forts, respectés et craints par tout le monde. De plus, nous allons être gentils et aider tous ceux qui ont des difficultés, a ajouté Buddy à l'époque. Le garçon voisin était aussi intelligent que John lui-même, et on ne s'ennuyait jamais avec lui. Loin de là. Leur petite tête ne cesse de trouver des idées intéressantes. Mais le compagnon de Jean avait aussi un cœur tendre et une grande bonté. Il était toujours désolé pour quelqu'un, toujours prêt à sauver quelqu'un. Une bonne qualité, précieuse, rare. Mais cela ne lui apportait rien de bon en fin de compte. En se souvenant de son ami d'enfance, John soupira lourdement. Cela faisait si longtemps, et l'histoire ne l'avait toujours pas lâché. Son cœur souffrait, son âme était déchirée par l'inconnu. Il n'y avait toujours pas de clarté. L'homme chassa les pensées tristes et se concentra sur l'affaire en cours. Il avait toujours été capable de se ressaisir, de se concentrer sur les problèmes, d'écarter tout ce qui était inutile. C'était sans doute pour cela qu'il avait atteint de tels sommets. En ce moment, ce qui le préoccupait, c'était que les revenus de City Legend avaient chuté. Qu'est-ce qui ne va pas ? Peut-être était-il temps de changer le menu, ou le design était-il obsolète, ou y avait-il un problème avec le personnel ? Nous devons découvrir pourquoi les clients choisissent maintenant de dîner chez le concurrent. John a décidé de scruter les dernières images de sécurité. Il est attentif, sensible, il va forcément comprendre ce qui se passe. D'autant plus que ce n'était pas la première fois que cela arrivait. L'homme enclenche l'enregistrement en temps réel. Il faut d'abord regarder la pièce maintenant, quand il n'y a personne. Le meilleur moment, c'est tôt le matin. John a immédiatement remarqué le nouveau concierge. L'homme avait sauvé son fils unique. L'homme allait le rencontrer pour le remercier en personne. Mais comme il n'avait pas le temps de s'occuper de sa famille, John a remis cette rencontre à plus tard. Eric, ignorant qu'il était observé, continuait à étudier les peintures sur les murs. Il cherchait le nom de l'artiste, essayant de comprendre comment il les connaissait. Tout lui semblait proche et familier. La subtilité des lignes, les couleurs, les sujets, tout cela résonnait dans l'âme d'Eric, réveillant de vagues souvenirs. John, qui le regarde, se souvient soudain de son ami d'enfance. Ces images lui rappellent l'époque insouciante où tous deux rêvaient d'une vie meilleure. Mais comment cet homme s'est-il retrouvé dans son restaurant ? Et pourquoi son style rappelle-t-il tant celui de son ami ? Ces questions troublent de plus en plus John.
Il se dit qu'il doit trouver le temps de parler à cet homme au plus vite. En sera-t-il capable? L'homme a la conscience tranquille. Il avait fait tout ce qu'il pouvait pour cet homme. Il lui avait même obtenu des papiers, même si ce n'était pas facile, ni bon marché. C'est pourquoi John voit maintenant le nouvel employé pour la première fois. Quel clochard! Il s'intéresse à la peinture. Il regarde des tableaux. Eric s'est approché de la caméra. Son visage apparaît en gros plan sur l'écran. L'animateur d'Urban Legend est littéralement abasourdi. Non, ce n'est pas possible. Cela ne se passe pas comme ça. C'est une erreur. Mais plus John fixait le visage du concierge, plus il réalisait que non. Il n'y avait pas d'erreur. Le cœur de l'homme battait si fort qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine. John se leva d'un bond de sa chaise, où il avait l'intention de passer la journée à vérifier les rapports. Il n'a pas le temps de le faire maintenant. Il saisit les clés de sa voiture sur le bureau, et sans attendre l'ascenseur, descendit les escaliers à pied. Eric s'est occupé rapidement du nettoyage. Bill le laisse se reposer avant sa nouvelle tâche. Pendant ce temps, l'homme profitait de son répit, assis sur l'un des bancs du jardin devant le restaurant. John le repéra dès qu'il franchit les portes de l'Urban Legend. L'homme ne s'était jamais plaint de sa vue, il pouvait donc parfaitement distinguer le concierge à cette distance. Oui, c'était bien lui. Un frisson lui parcourut l'échine. Son cerveau refusait encore d'accepter l'évidence. John prit quelques respirations pour se ressaisir et s'avança lentement vers le concierge. « Bonjour », dit le propriétaire du restaurant en scrutant le visage d'Eric. « Bonjour », le concierge se lève d'un bond de son siège. Il a tout de suite su qui était en face de lui. Les photos de Jean apparaissaient parfois dans la presse et les publicités. Et le petit Eric montrait souvent à son ami plus âgé des photos de son père. « Heureux de vous rencontrer enfin en personne », sourit John en tendant la main à Eric. « De même. Je voulais depuis longtemps vous remercier de m'avoir donné une chance d'avoir une vie normale. C'est le moins que je puisse faire pour vous pour avoir sauvé mon fils. Ma femme et moi en avons un, dit John, en étudiant toujours le visage d'Eric. Je ne sais pas comment nous aurions pu surmonter tout cela. C'est un enfant formidable. Eric a souri chaleureusement. Oui, je suis d'accord avec John. Un peu vite, trop vite. Eh bien, j'étais moi-même comme ça avant. Et vous, on dit que vous ne vous souvenez de rien de votre passé? Eric secoue la tête. Je me suis réveillé un jour sur une plage déserte. Je crois que j'ai reçu un coup sur la tête. Il y avait une grosse erreur à l'arrière de ma tête et je ne me souvenais de rien d'autre que de mon nom. Depuis, je n'ai jamais cessé de rouler. Eric. John saisit soudain son interlocuteur par les épaules. Regardez-moi bien, regardez-moi bien. Vraiment? Tu ne te souviens de rien du tout? Eric ferme les yeux, confus. Toute une gamme d'émotions, de la surprise, de l'anxiété, et le sentiment de quelque chose de grand. Et oui, en effet, le visage de John semblait vaguement familier à Eric. Quelque part, il l'avait certainement déjà vu une fois. D'un autre côté, bien sûr, il avait vu toutes ces photos, ces publicités. « Assieds-toi », dit John en lâchant enfin Eric. Les hommes s'affalent sur le banc. Je voulais te parler de façon plus discrète. Mais maintenant que je t'ai vu de si près et que je sais que c'est toi, je ne peux plus me taire. Il faut que tu l'entendes. Eric regarde John avec inquiétude. Il a vu cet homme en personne pour la première fois. Il agit de façon si étrange, le propriétaire. Les gens qui l'entourent le décrivent comme un être rationnel jusqu'au bout des ongles. Mais aujourd'hui, son comportement est alarmant. Se pourrait-il que cet homme ne soit pas en bonne santé? John reprend son souffle. Il s'est ressaisi, s'est calmé et a commencé son long récit par une histoire de son enfance. À l'époque, le garçon vit des moments difficiles, un père ivrogne, une mère indifférente et pas d'argent. Et le garçon rêvait d'une vie complètement différente. Le genre de vie qu'il n'avait aucune chance d'avoir. La seule personne proche qui comprenait John mieux que quiconque était son ami Eric. Un garçon au destin similaire, qui vivait dans le quartier. Les garçons rêvaient, faisaient des projets, pensaient toujours à l'avenir.
Il voulait vraiment devenir riche. Les deux sont étonnamment bons pour des enfants issus de familles dysfonctionnelles. Ils sont allés à l'école. John excellait dans les sciences exactes, tandis qu'Eric était doué pour les sciences humaines. C'est ainsi qu'ils se sont plus tard répartis les responsabilités. John s'occupait des finances et de la planification des affaires, tandis qu'Eric, le créatif, était chargé des négociations, des relations publiques, de la publicité et du design. Oui, c'est vrai. Des pauvres types issus de familles pauvres ont fini par réaliser leurs rêves. Ils ont ouvert un café. Ils ont gagné l'argent nécessaire pour se lancer. Ils ont travaillé jour et nuit partout où ils le pouvaient. Ils ont commencé tôt, dès l'âge de 12 ans. Ils ont compris qu'ils devaient travailler dur et longtemps, sinon ils ne pourraient pas gagner l'argent nécessaire à la réalisation de leurs rêves. Nous ne dépensions pas ce que nous gagnions. Au début, ils ont économisé l'argent dans une cachette secrète, puis, lorsqu'ils sont devenus adultes, ils ont ouvert leur propre compte bancaire. À l'âge de 20 ans, les deux amis ont ouvert un café. Le nom a été imaginé par Eric, qui était le leader créatif et le générateur d'idées de leur tandem. Légende urbaine. Cela sonnait solide et prometteur. John l'a tout de suite aimé. Eric, qui avait un sens artistique et un goût irréprochable, a également travaillé à l'intérieur du café. D'où sort un enfant de parents ivres ? Eric a décoré les murs du salon des visiteurs avec des peintures de son cru. Il dessine depuis l'enfance. Au fil des ans, ce talent s'est affirmé et il a continué à affiner sa moustache. Au début, le budget était minime, mais Eric a réussi à recréer une atmosphère spéciale dans le café, exquise, respectable, attrayante. Le garçon a deviné, réalisé quels intérieurs attireraient les visiteurs. Les clients ont été attirés immédiatement. À l'époque, dans leur ville, il n'y avait pas de concurrence comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il est plus difficile pour les nouveaux venus d'entrer dans le secteur, mais à l'époque, la légende urbaine se distinguait très favorablement des autres établissements similaires par son environnement intéressant. Les gens aimaient y passer du temps. Les premiers bénéfices sont arrivés. Des amis ont décidé d'un commun accord de mettre de l'argent en circulation. Ils ont amélioré et développé leur idée. Ils ont dû travailler jour et nuit, s'inquiéter, prendre des risques. Mais le jeu en valait la chandelle. John et Eric se faisaient entièrement confiance. Ils étaient probablement les personnes les plus proches l'une de l'autre dans le monde entier. Bien qu'ils aient tous deux des parents. Et le fait de faire des affaires ensemble n'a pas ruiné cette amitié, comme beaucoup l'avaient prédit. Certes, il y avait parfois des disputes et des désaccords, mais les jeunes propriétaires de ce café prospère trouvaient toujours un moyen de sortir du conflit. En outre, ils savaient tous les deux que la vérité naissait dans les disputes et ne les considéraient pas comme quelque chose de négatif. Anton était un véritable requin des affaires. Rationnel, attaché aux principes, parfois dur. Il ne choisissait que les options qui étaient immédiatement rentables pour leur café et notait impitoyablement les autres. Victor, en revanche, s'est caractérisé dès l'enfance par sa douceur et son humanité. Il préférait donner une seconde chance aux gens et les motiver avec des carottes plutôt qu'avec des cordes. D'ailleurs, ce comportement s'est souvent avéré bénéfique pour la légende urbaine. Certes, pas toujours à court terme. Les amis se complètent et forment un ensemble parfait. Ils étaient partenaires en affaires et frères dans la vie. John regarde Eric avec des yeux pleins d'espoir, mais ce dernier secoue négativement la tête. J'ai déjà compris où cela allait nous mener. Je suis cet Eric. Mais c'est tellement vague. Je me souviens d'un épisode d'une vie antérieure. Je suis assis dans un arbre en plein été, et il y a un garçon en bas, un de mes amis je suppose, qui porte une chemise rouge à carreaux et un short en jean. Je ne sais pas comment, mais je le vois clairement. C'est moi qui le demande, John. Je suis ce garçon. Tu t'assois probablement dans un vieux pommier à l'extérieur de la ville, tu ouvres les pommes et tu me les donnes. Et je les ramasse. Tu as toujours été plus agile ? Je ne pouvais pas grimper à cet arbre. Mais tu es comme un écureuil. En un instant, tu es au sommet, là où poussent les pommes les plus grosses et les plus douces. Eric a souri. De cette attention. Même si elle est fugace, même si elle est vague. Une chaleur agréable se répandit dans son corps. Et John semblait proche, presque de la famille.
L'homme ne se souvenait de rien de ce que son maître lui avait dit, mais ses sensations changeaient clairement. Eric ne craignait plus le chef. Il n'était plus un étranger pour lui. John, quant à lui, poursuit son récit. Les jeunes hommes d'affaires se portent bien. Bientôt, le café est devenu un restaurant, de plus en plus populaire dans la ville. Des invités de marque, des célébrités locales, des gens riches et des hommes d'affaires s'y rendent déjà. Le profil de l'institution évolue rapidement. Tout cela se répercute naturellement sur les bénéfices. John et Eric ont bientôt pu acheter de beaux appartements et des voitures de luxe. Ils peuvent désormais s'offrir des vacances à la mer et de beaux vêtements. Tout était exactement comme ils l'avaient rêvé lorsqu'ils étaient encore enfants. Bien entendu, des problèmes sont apparus. Les concurrents ne se sont pas endormis, ils n'ont cessé de réserver de mauvaises surprises aux amis de l'homme d'affaires prospère. La rumeur d'un empoisonnement au restaurant, l'incendie du bâtiment agricole, les menaces au téléphone. Tout le monde n'était pas prêt à supporter que la légende de la ville revienne sans cesse sur le devant de la scène. Tout le monde n'était pas prêt à supporter le fait que la légende de la ville revenait sans cesse sur le devant de la scène, faisant de l'ombre à d'autres établissements similaires. Aussi, lorsqu'Eric a soudainement disparu, John a immédiatement supposé qu'il s'agissait de l'œuvre de malveillants, de leurs collègues. Il l'a signalé à la police, où il s'est rendu dès qu'il s'est rendu compte que son ami avait disparu sans laisser de traces. La police a secoué les suspects pendant un certain temps, perdant des jours et des semaines précieux. C'est bien plus tard, lorsque les médias ont diffusé un tuyau sur Eric, que John a été contacté par la même fille. Elle a appelé le numéro indiqué dans l'annonce de disparition. Elle avait peur de s'adresser directement à la police. En sanglotant, la jeune fille a dit à John qu'elle pensait avoir vu Eric la nuit de sa disparition. John s'est précipité sur cette dossier. C'est elle qui lui a dit la vérité. La jeune fille prenait un taxi pour rentrer du club ce soir. Elle a décidé d'économiser de l'argent. Elle est donc rentrée seule. Ce n'était pas une décision intelligente. Que peut-on dire d'une jeune fille de 17 ans ? Et, bien sûr, près du talus, elle a été accostée par un groupe de gars éméchés qui voulaient continuer la soirée. Elle a alors compris qu'elle était en danger. Elle a même perdu la voix à cause de la peur. Les images d'un avenir terrible défilent dans sa tête. Très vite, les hommes se sont jetés sur elle, l'ont attrapée. Les gars s'approchaient d'elle, l'attrapaient brutalement et riaient à gorge déployée, point de s'y tremblait comme une feuille. Elle pensait à juste titre qu'elle ne pouvait pas attendre de secours dans un tel moment. Mais la jeune fille se trompait. Heureusement pour Deci, Eric rentrait à la maison au même moment, et à pied de surcroît. Il était au bar et maintenant il rentrait à pied, profitant de la fraîcheur du petit matin ou de la fin de la nuit. C'est une question d'opinion. Eric et John avaient l'habitude de prendre des vacances et de s'amuser ensemble. Mais John avait récemment fondé une famille. Il avait épousé une belle fille tranquille qui avait trouvé un emploi de serveuse chez eux il y a quelques années. Et maintenant, les jeunes mariés attendent un petit garçon. Eric sortait donc seul ou avec d'autres copains. Il comprenait. La vie de famille de John avait commencé et il n'avait pas encore le temps de faire la fête. Son meilleur ami lui avait promis qu'Eric serait le parrain de son premier-né. Bien sûr, Eric ne pouvait pas passer outre la détresse de Deci. Il n'était pas ce genre d'homme. Il a tout de suite tout compris, évalué la situation, malgré la prépondérance évidente des forces, s'est précipité au secours de l'homme sans défense. « J'ai toujours été comme ça ?» demande Eric. « Depuis que je suis enfant, » sourit John. « Je ne peux pas imaginer que tu fasses quelque chose de différent. » Un combat s'engagea. Elle regarda avec horreur son sauveur se faire frapper de toutes parts. Il était peu probable qu'il puisse faire quoi que ce soit seul face à une telle foule. L'une des ordures lui enserrait encore les épaules de ses mains puissantes. Eric se défendit. En tant qu'adulte, il avait déjà réalisé son vieux rêve d'enfant en pratiquant le karaté. Ses parents, bien sûr, n'avaient pas les moyens de payer l'entraînement de leur fils. Ou plutôt, ils ne voulaient pas vraiment dépenser de l'argent pour des bêtises. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, en tant qu'homme établi, Eric se débrouille bien à la salle de sport. Il a toujours été connu pour son agilité et sa force. Les compétences d'Eric se sont avérées utiles en ce moment dangereux. Mais il était seul,
Et ils étaient 5 ou 6. Daisy ne se souvenait plus du nombre exact d'assaillants. Soudain, le type qui retenait Daisy relâcha son emprise et se précipita au secours des siens. Ils étaient manifestement incapables de faire face à l'assaut soudain d'Eric. Daisy n'attendit pas l'issue du combat et se glissa immédiatement dans le dédale des rues endormies. En s'enfuyant, elle vit l'un des assaillants frapper son sauveur à l'arrière de la tête avec une bouteille, et il tomba comme un mort. Pourquoi Daisy n'a-t-elle pas appelé la police? Elle était effrayée. Elle avait perdu la tête. De retour à la résidence universitaire, Daisy n'a rien dit à personne. Elle a essayé de se convaincre que ce qui s'était passé n'était pas vrai. Que ce n'était jamais arrivé. Elle y est même presque parvenue. Mais c'est alors qu'elle a vu les mêmes documents d'orientation sur le type qui l'avait sauvé des brutes. Lui-même semblait avoir disparu depuis, et les deux incidents étaient manifestement liés. Daisy a tenu quelques jours de plus. Elle avait peur d'aller à la police et se sentait coupable. Mais sa conscience ne la laissait pas en paix. Et si son témoignage pouvait aider à retrouver cet Eric? Il n'a pas hésité à prendre sa défense. Elle a même peur de partager des informations. John a immédiatement récupéré la jeune fille et l'a emmenée à la police, où Daisy a été interrogée pendant plusieurs heures. Les officiers de police judiciaire avaient désormais un indice. Selon toute vraisemblance, l'homme est mort cette nuit-là et le corps des agresseurs s'est caché quelque part. La police a mis beaucoup de temps à trouver le corps. Oui, ils ont assommé Eric, ont eu peur de ce qu'ils avaient fait et l'ont jeté sans raison dans la rivière. Le courant était rapide, ils ne l'auraient pas trouvé assez tôt et ont supposé qu'il s'était noyé en état d'ébriété. Combien de cas de ce genre existent-ils? Des plongeurs ont exploré la rivière sur plusieurs kilomètres en aval, mais le corps n'a jamais été retrouvé. Les recherches se sont terminées sans résultat. Tout plaidait en faveur d'Eric. Mais John, il ne pouvait pas en être complètement sûr. Ces salauds. Ils ont dit qu'Eric était vivant quand ils l'ont jeté à l'eau. Juste inconscient. D'un autre côté, pourquoi Eric ne revient-il pas s'il est vivant? Peut-être est-il devenu profondément handicapé, incapable d'expliquer aux autres qui il est. D'ailleurs, John a également envisagé la version avec perte de mémoire. Mais elle lui paraissait très irréaliste, voire cinématographique. John a continué à chercher son ami tout seul. Au fil des ans, la police s'est désintéressée de l'affaire en raison de sa futilité. La recherche du corps n'était donc plus qu'un spectacle. John n'abandonne pas pour autant. L'homme engage des détectives privés. Certes, leur travail n'a pas porté ses fruits. Mais John voulait croire qu'il avait au moins fait de son mieux pour son ami. S'habituer au monde. C'était difficile sans Eric. Après tout, ils étaient amis depuis leur naissance. John se sentait dévasté et déprimé. Mais la vie avait fait des ravages. L'entreprise doit se développer. Qu'est-ce qui était le plus difficile à faire sans son fidèle compagnon? Et puis Jean a eu un fils. Et le monde se peignit de nouvelles couleurs. L'heureux papa n'a pas réfléchi longtemps au nom. Il décida immédiatement d'appeler son fils premier-né Eric en l'honneur d'un ami. L'épouse ne s'y opposa pas. La jeune mère a également apprécié le nom. Et vous voilà, John, regardant Eric avec des yeux brûlants. Bien sûr, pour légaliser, il faudra passer par toutes sortes de procédures, faire un test ADN, un examen complet. Mais je le vois, je sais que c'est vous, et cette cicatrice sur votre joue. Tu l'as eue sur un chantier de construction quand on se cassait le cul pour trouver de l'argent pour démarrer le café. Et un souvenir d'enfance du pommier. Je ne te l'ai pas dit, tu t'en es souvenu. Le regard, les expressions du visage, la façon dont tu bougeais. J'avais perdu tout espoir de te revoir un jour. Et là, c'est un miracle. Un camping, des marches ensoleillées? Quelque chose d'inimaginable se passait dans sa tête en ce moment. L'histoire de John a déclenché une avalanche de souvenirs. Ils ont d'abord déferlé comme des vagues sur le rivage, puis se sont enchaînés à un rythme effréné. C'était déroutant, voire effrayant. Des bouts de phrases, des épisodes distincts, des noms. En entendant une phrase familière, John s'est alarmé. Ce camping n'existe plus depuis longtemps. Mais avant l'accident d'Eric, ils avaient prévu d'y fêter son anniversaire.
Victor avait attendu la fête avec impatience, se préparant, s'inquiétant de s'assurer que les invités aimaient tout, et il était revenu. John regarde son ami avec un sourire. Tu vas être le parrain maintenant. J'ai pris mon temps pour cette affaire, comme je savais que je le ferais, avec les Christina, bien que ma femme ait insisté. Mais tu devais être le seul à être parrain. Et le moment est venu.